bonjour à tous. Alors, je me présente rapidement, donc Jean-Michel Sanchez, votre serviteur. Donc, je suis historien de l'art et de la musique, je suis chargé de cours à l'Université d'Aix-Marseille, voilà, je suis spécialiste surtout d'art sacré. Et je vais donc vous parler en 5 séances, 5 petites séances d'environ 45 minutes, 1 heure à peu près, donc sur l'art roman. Alors, tout d'abord, il faut savoir, alors je vais vous envoyer donc les images qui vont illustrer mes propos tout de suite. Voilà, je mets en mode lecture. Voilà. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de cet art roman que les Français aiment tant. D'abord, il faut savoir que le terme d'art roman est apparu en France seulement en 1818, sous la plume d'un érudit d'origine normande, Charles de Gerville. Il était un petit peu archéologue notamment, bon, et c'est dans une lettre à un de ses amis, érudit comme lui, qu'il va faire cette distinction, puisque auparavant, on mettait dans l'art roman toute une, on mettait ça sous le terme générique de art gothique, en distinguant bien sûr plusieurs périodes. Mais au final, on va désormais bien distinguer la période qui va depuis la fin du Xe siècle jusqu'à l'extrême fin du XIIe et parfois même dans certaines régions, nous le verrons dans les prochaines séances, jusqu'au début du XIIIe siècle. Donc, le cœur surtout de l'art roman, ce sont les XIe et XIIe siècles. Donc aujourd'hui, nous allons aborder ce premier art roman que j'ai qualifié d'art lombard. Alors nous allons nous transporter en effet dans le nord de l'Italie, en Lombardie. La première capitale de la Lombardie a été Pavie et ensuite Milan. Au nord de Milan, à quelques dizaines de kilomètres, il y a une région tout à fait extraordinaire qui est la région des lacs, ces lacs naturels, des lacs alpins, et qui sont des paysages complètement paradisiaques. Et c'est au bord du lac de Côme que va naître cet art roman dès la fin du Xe, début du XIe siècle, autrement dit autour de l'an 1000. Alors, on peut dire que le lac de Côme est donc le berceau de l'art roman. Alors, c'est une période tout à fait fascinante que celle des XIe et XIIe siècles. Pourquoi est-ce que cet art nouveau à l'époque, que l'on qualifie donc de roman, va naître à cet endroit-là et durant cette période? Alors d'abord, parlons de la période. La période, c'est le millénarisme. Même si certains historiens aujourd'hui sont pas tout à fait d'accord là-dessus, il est vrai qu'il y a eu, en particulier autour de l'année 1030, autrement dit le millénaire de la mort, de la résurrection et de l'ascension du Christ, une période de grande crainte. C'est-à-dire cette crainte de la venue, en effet, du jugement dernier, du jugement universel. Et l'Église est pourtant dans une situation difficile. L'Église est passée quasiment sous la tutelle de l'empereur du Saint-Empire romain germanique. L'Église est en grande partie avec des prêtres qui mènent une vie pas toujours, on va dire, très dans les normes de ce qui devrait être de la sainte doctrine. Mais voilà que l'Église va justement se réformer. C'est donc la période qui va être très longue, qui va durer plus de 2 siècles, de la célèbre réforme grégorienne. Alors on a donc cette crainte de la fin des temps, on a cette Église qui veut du coup se réformer. Ça va être l'apogée de l'ordre bénédictin. Les bénédictins qui sont nés sous l'impulsion du grand Benoît de Nursie au VIe siècle, et les bénédictins vont connaître en effet une ascension et une apogée fulgurante au XIe et XIIe siècle par la fondation d'innombrables abbayes dont nous aurons l'occasion de reparler aujourd'hui et dans les séances suivantes. Également, les cisterciens vont naître durant la même période. N'oublions pas qu'ils appartiennent aussi à la grande famille bénédictine. Et puis aussi l'ordre des Chartreux qui naîtra, lui, en 1084. Malgré les tempêtes de l'histoire, malgré les épidémies, et je vous parle en temps d'épidémie, mais croyez-moi que notre épidémie de coronavirus est bien peu de choses par rapport à ce que nos ancêtres, notamment de cette époque, ont pu connaître.
ce ne sont pas des milliers, mais des millions de morts à travers l'Europe et au-delà, épidémie de peste, et malgré cela, on constate que la population à travers l'Europe est en train de se multiplier. C'est une période assez intéressante sur le plan démographique, et là-dessus, eh bien, la population va avoir une grande soif de spiritualité. Donc l'Église va jouer un rôle majeur dans tout cela, et il va donc y avoir la nécessité de construire un grand nombre d'églises, de chapelles, de monastères, ou carrément d'églises cathédrales dans ces diocèses qui beaucoup existent depuis la paix de l'Église, depuis les lendemains de l'an 313 sous le règne de Constantin. Mais les diocèses vont se structurer beaucoup plus solidement à l'époque romane, et les évêques auront donc besoin de cathédrales, voire de nouvelles cathédrales, et bien sûr de baptistères et autres bâtiments annexes. Donc c'est une période fascinante. Alors, d'autre part, pourquoi la région du lac de Côme? Alors, c'est une région en effet extraordinaire. Alors, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à passer à l'image suivante. Ah, j'ai un problème technique. Ah, voilà. Alors, voici en effet cette image paradisiaque qui nous fait rêver. On est sur le lac de Côme et on voit la petite île, l'île Comacchina, et il y a là, dit-on, toute une population qui vivait à l'époque sur cette île, une île qui est habitée sans doute depuis l'Antiquité, et en tout cas qui a été même sous domination byzantine dans le Haut Moyen-Âge. Il y avait là-dessus donc des maîtres maçons, architectes, tailleurs de pierre, qu'on va appeler du nom de l'île les maestri comaccini, les maîtres comasques. Probablement du nom à la fois de cette île, mais de manière générale le nom du lac de Côme et de la ville de Côme, qui est une extrémité sud du lac et qui est la capitale de cette région. Donc, ces maîtres maçons, tailleurs de pierre, architectes, etc., ont la chance d'avoir là sous la main des carrières de pierre extraordinaires et surtout beaucoup de carrières de marbre. Donc, cela va, depuis la plus haute antiquité, ces maîtres comasques sont très connus, très réputés, et ils vont répondre immédiatement, dès le début du XIe siècle, à cette nécessité de construction d'églises partout. D'abord dans leur région, et puis ils vont se déplacer en bande, en compagnie. C'est les termes qu'utilisent les historiens depuis longtemps. Et ils vont se déplacer partout, non seulement dans le nord de l'Italie, mais dans toute l'Italie, et vous allez voir dans un instant qu'ils vont même franchir les Alpes, arriver chez nous en France et aller bien au-delà, jusqu'en Catalogne et jusque dans le fin fond de la péninsule ibérique. Alors, voici par exemple, au bord du lac de Côme, une de ces petites églises qui a surgi à ce moment-là des mains donc, de ces compagnies, ces maîtres comasques, qu'on appelle aussi les maîtres lombards ou les compagnies lombardes, tout ça c'est la même chose. Ici, c'est la petite église paroissiale Saint-Jacques de Ossuccio. Et vous voyez une architecture très simple. Alors souvent, ce sont même des chapelles. Une seule nef, une petite abside semi-circulaire où l'on voit un plaquage d'arcatures en plein cintre plus ou moins grandes qu'on appelle des bandes lombardes et qui sont rythmées par des sortes de pilastres qu'on appelle des lésènes. Ici, sur cette église, le clocher, par contre, a été rajouté plus tard, il n'est pas d'origine. Et on distingue bien deux périodes dans cet art roman. Le premier âge roman, donc, qui est le XIe siècle, mais un XIe siècle qui va se terminer entre les années 1060 et 1080. On a des techniques de construction qui se caractérisent par l'utilisation de petites pierres, de petits moellons, à peine dégrossis au marteau. Et il est clair qu'on a complètement perdu à ce moment-là le savoir-faire des bâtisseurs de l'Antiquité. Tout simplement parce qu'entre-temps, il y a eu un extraordinaire brassage de population à travers l'Europe et que ces peuples qui arrivaient du fin fond des pays de l'Est n'étaient pas du tout de culture classique. Donc, on a tout un savoir-faire qui a été perdu et progressivement, les maîtres maçons lombards vont retrouver ces savoir-faire, mais
Dans un premier temps, on a l'impression qu'on ne sait plus faire une voûte, par exemple. Donc ces églises, très souvent, la nef ou les nefs n'étaient pas voûtées, mais simplement charpentées. Mais ce qui en même temps est un écho, un rappel de la basilique paléochrétienne ou même de la basilique antique d'époque païenne, c'est-à-dire une grande salle, plus ou moins importante, dans laquelle, c'est presque une salle polyvalente d'aujourd'hui, on pouvait s'y réunir, rendre la justice, faire le marché, il y avait le trône de l'empereur au fond de la salle. Vous savez qu'à Rome, on le voit là en particulier, les premiers chrétiens vont utiliser ou s'inspirer tout au moins de ces basiliques antiques pour en faire les premières églises au lendemain de la paix de l'édit de Milan de 313. Et il semblerait que au XIe et XIIe siècle, on s'inspire encore parfois, de manière plus ou moins lointaine, de la basilique antique ou paléochrétienne. Alors, nous avons donc dans la capitale, la ville de Com, la basilique San Abbondio, qui est en revanche une église d'une très grande dimension. Elle a été, semble-t-il, la première cathédrale de Com. Voici son plan et vous constatez que cette église compte non pas une nef, mais 5 nefs. Au numéro 10, ce chœur a été prolongé ultérieurement dans le courant du XIIe siècle, mais toute la partie inférieure des 5 nefs, qui sont chiffrées de 4 à 7 ou même 8, ici correspondent au XIe siècle et même au début du XIe. Alors, il n'y a pas de transept, c'est vraiment le plan d'une basilique. Dans l'Antiquité, on en avait assez couramment à 5 nefs, justement. Voici la façade. Vous constatez que ce sont en effet non pas des belles pierres de taille bien régulières, ça sera la caractéristique du deuxième âge roman, à partir de la fin du XIe siècle et jusqu'au XIIe et parfois même début XIIIe. Mais ici, ce sont des petites pierres irrégulières, à peine dégrossies au marteau. Et vous constatez qu'il y a aussi en haut de cette façade, sous les toitures, ces alignements de petites arcatures qu'on appelle des bandes lombardes, justement. C'est un peu comme la signature dans cette architecture de ces maîtres maçons lombards. Vous avez également la paire de clochers à l'arrière qui comportent eux aussi des bandes lombardes à chaque niveau. Il faut constater que plus on monte vers le ciel, plus ces clochers sont ajourés. C'est une autre de ces caractéristiques également. Alors voilà l'intérieur, la grande nef, très majestueuse. Alors faites abstraction du chœur qui est au fond, en plus qui a été peint à fresque au XIVe siècle, ce chœur donc qui est postérieur, mais vous constatez que tout le reste est composé donc d'une architecture élancée, majestueuse, mais d'une très grande sobriété. Les chapiteaux sont très primitifs, ils ne sont même pas sculptés ici, et vous voyez que les nefs ne sont pas voûtées, mais charpentées. Voilà une des nefs latérales, à nouveau, vous voyez que les charpentes se poursuivent à chaque niveau. Là aussi. Donc ce sont des églises très simples, en effet, très très simples. Vous constatez également que les fenêtres sont assez peu nombreuses et de taille très modeste. On a une peur terrible à ce moment-là, c'est l'écroulement de l'édifice. C'est ce qui fait d'ailleurs que ces bâtiments n'ont pas été voûtés. La voûte, bien sûr, est un poids énorme, gigantesque, donc la charpente déjà est plus facile à utiliser là-dessus. Mais on voit qu'il y a de très grandes surfaces murales et très peu, en effet, d'ouverture. Voilà en diagonale, vous voyez, c'est une véritable forêt de colonnes ici, dont certaines d'ailleurs sont probablement des colonnes antiques de réemploi, étant donné que la ville de Com est une ville d'origine romaine. Simplement, au détour de l'une de ces nefs, un chapiteau qui lui a été un petit peu sculpté, avec en plus des motifs intéressants et assez virtuoses. Vous voyez, des anneaux, des maillons, comme un morceau de chaîne. C'est assez raffiné d'ailleurs. Voici la paire de clochers qui ont été, je vous l'accorde, très restaurés, même abusivement restaurés à l'époque contemporaine. Nous avons également dans la banlieue de Com l'église San Carpoforo qui a été construite entre les XIe et le XIIe siècle. Alors voici son campanile qui est resté intact. Voilà ces petites pierres, les bandes lombardes à chaque étage et vers le ciel, le plus grand nombre d'ouvertures.
Et c'est l'époque romane, des cryptes. Alors c'est une époque où, plus que jamais, on a un culte pour les reliques qui est important. Ces reliques, on va donc les placer généralement dans des cryptes qui sont bien sûr sous le chœur, quelquefois sous une partie de la nef. Et ces cryptes sont souvent de véritables chefs-d'œuvre dès le premier âge roman. Alors les cryptes, en revanche, sont voûtées. Ce sont des voûtes d'arêtes, donc il faut imaginer des cintres de bois qui soutenaient tout ça, qui permettaient donc ces constructions. Vous verrez d'ailleurs que dans certains cas, la trace des coffrages de bois, même des planches de bois, avec le fil du bois et les nœuds de ces planches est encore comme moulé dans les voûtes, et c'est bien sûr d'origine. La crypte que vous avez sous les yeux est absolument remarquable, avec 3 petites nefs, et vous voyez que tout autour, les murs maîtres sont en petits moellons également. Alors, voici la grande nef de cette église qui a été restaurée ces dernières années. Le chœur est surélevé. Bon, le chœur lui a été terminé au XIIe, mais vous voyez que l'église est encore charpentée. Alors, nous avons dans la région lombarde également, à Cantoux, c'est pas loin du lac de Côme, l'église San Vincenzo, qui est carrément une église cathédrale avec son baptistère. Alors c'est un ensemble vraiment extraordinaire. Vous voyez le dépouillement de l'église cathédrale, on devine qu'elle comporte 3 nefs, son abside semi-circulaire, des petits moellons, et à côté l'énorme baptistère, qui est une variante sur, je dirais même ici, le trèfle à 4 feuilles, surmonté d'un lanternon. Car en fait, dès cette époque, et même déjà depuis l'époque paléochrétienne ou carolingienne, nous aujourd'hui, quand on parle de la cathédrale, on pense à l'église, certes, de l'évêque dans le diocèse. Mais en réalité, autrefois, quand on prononçait le mot cathédrale, il fallait imaginer tout un ensemble de bâtiments. On préférerait parler aujourd'hui de groupe cathédral ou encore groupe épiscopal. Bon, tout ça, c'est la même chose, ou quelquefois quartier canonial, du nom des chanoines qui assistent l'évêque dans ses fonctions. Donc le baptistère est fondamental puisque justement, dans bien des cas jusqu'au XVe siècle, les évêques vont se réserver le privilège donc de baptiser 1 ou 2 fois dans l'année, la nuit de Pâques ou encore pour la fête de Pentecôte. Voilà de plus près ce baptistère qui est dans un remarquable état de conservation. Là aussi, sous un autre angle, on voit bien les le plaquage, vous voyez, est très léger ici, de bandes lombardes, ces petites arcades plein cintre, rythmées toutes les 2 arcades donc de lésène, autrement dit de pilastres. Et l'intérieur de la cathédrale comporte des vestiges importants de tout un décor peint, un décor qui remonte en revanche au XIIe siècle, donc au 2e âge roman. Mais on devine ici que cette église à 3 nefs, avec crypte également, est encore charpentée, non pas voûtée. Alors nous avons dans la petite localité de Porlezza la chapelle San Maurizio. Alors cette chapelle que vous avez là sous les yeux, c'est le prototype même des chapelles que l'on rencontre par dizaines, quelquefois au bord du lac de Côme ou perdues dans la campagne autour du lac, ou bien sur tous les lacs voisins, puisque vous savez que le nord de l'Italie possède toute une série de lacs plus ou moins importants. Vous voyez que ces clochers sont vraiment très caractéristiques, ils sont vraiment le propre même de l'identité des architectes lombards. Voilà la même chapelle sous un autre angle, perdue dans la campagne. À Lomello, on conserve une ancienne cathédrale, la basilique Santa Maria Maggiore, et le baptistère San Giovanni ad Fontes, c'est-à-dire ad Fontes, sous-entendu les sources, la fontaine, la référence donc à l'eau du baptême. Alors ici, originalité, tout l'ensemble de ce groupe cathédral n'est pas en pierre, mais en briques. Car en effet, l'Italie, dès qu'on commence à quitter la région des lacs et qu'on descend vers le centre et le sud, il y a peu d'endroits où on a vraiment de la pierre, mais on a surtout un sol très argileux, et donc depuis l'Antiquité, on a l'habitude de construire en briques. Donc dès le premier âge roman, on va utiliser à nouveau la brique. Là, vous avez un ensemble très monumental, vous voyez, et le baptistère au premier plan, de forme octogonale, et à l'arrière, l'église cathédrale qui, on le voit, possède un transept. Mais on devine bien là aussi dans la brique les bandes lombardes.
Voilà de plus près, vous voyez tous ces détails, on voit très très bien les bandes lombardes ici. Alors quelquefois, même dans la majorité des cas, les églises, les édifices en briques, même ceux de l'Antiquité, sont mieux conservés que ceux en pierre, car il faut savoir qu'au moment de la cuisson, la brique va devenir plus solide, plus dure que la pierre, et en même temps, elle va garder une sorte d'élasticité qui fait qu'elle va être antisismique naturellement. Voici le baptistère en gros plan, dont certaines parties de l'architecture, la partie inférieure, avec les toitures, n'est pas sans évoquer le mausolée de Galla Placidia à Ravenne, par exemple. Donc on sent que nos maîtres maçons lombards avaient quand même une très bonne connaissance de l'architecture paléo-chrétienne de Ravenne, notamment. L'intérieur de ce baptistère, qui, lors de la restauration, a été couvert d'enduit, comme il l'était certainement à l'origine. La pierre apparente, même souvent à l'extérieur, ça c'est une invention, entre guillemets, d'il y a 50 ans en arrière, on a fait des erreurs. En fait, tout ça était très souvent, pas systématiquement, mais très souvent recouvert d'enduit. Alors là, on est sur une zone archéologique intéressante. Voilà les restes du baptistère, donc roman, en partie en brique, en partie en pierre, on a mélangé les deux. Et l'intérieur de l'église cathédrale n'est pas voûté à nouveau, toujours les charpentes, mais en revanche, nouveauté, la nef est rythmée, toutes les deux travées, de grandes arcades plein cintre, ajourées d'ailleurs aux deux extrémités. Donc on a une succession un petit peu d'arcs de triomphe, ce qui rend l'église beaucoup plus solennelle. Et ce sont à la fois des innovations, mais des expériences probablement que faisaient au fur et à mesure des chantiers nos bâtisseurs lombards. Vous constatez que les fenêtres sont à nouveau très petites. Alors, nous avons au nord-est de Milan, dans la charmante localité de Bergame, une petite chapelle, Santa Croce, qui est un des bijoux, un des joyaux vraiment de ce premier art roman lombard. On est au milieu du XIe siècle, les bandes lombardes et les lézènes sont très visibles ici. Alors, cette chapelle a peut-être été un baptistère initialement, d'autant qu'elle se situe dans la cour du palais épiscopal. Palais épiscopal qui est toujours d'ailleurs en fonction. Donc on est là dans le périmètre du quartier cathédral, donc ça serait logique. Mais d'autre part, il faut quand même savoir que dès le début du XIe siècle, beaucoup d'architectes de cette époque ont la volonté, plus ou moins, de vouloir imiter la partie en rotonde de la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Et on trouve souvent des vocables, c'est ici le cas, sur le thème de la Sainte Croix, sur le thème de la Passion. Voilà, donc des choses qui nous renvoient vraiment à cela. Et on en a toute une série jusque dans le fin fond de l'Espagne. Voilà, la même chapelle sous un autre angle. Ici, c'est à nouveau plus ou moins la forme d'un trèfle à quatre feuilles. Alors Mantoue, qui est à l'extrémité est-sud-est de la Lombardie, et la Lombardie est une très vaste région. L'archidiocèse de Milan est d'ailleurs encore aujourd'hui le plus grand d'Italie. L'église San Lorenzo, voilà encore une illustration parfaite, me semble-t-il, de la volonté d'imiter, ou tout au moins dans l'idée, bien sûr, hein, la partie en rotonde d'époque constantinienne, d'ailleurs, de Jérusalem au Saint-Sépulcre. Alors là, cette église San Lorenzo est entièrement en briques, avec de très petites fenêtres. Et en revanche, on constate que dans ces édifices en rotonde, c'est ceux-là qui ont été couverts de voûtes, en fait de coupoles. On ne les a pas charpentés, voilà, vous voyez la réalité de cela. Alors, on a des traces de plaques d'enduit à l'intérieur, recouverts jadis de fresques. Vous voyez que l'architecture est quand même trapue et encore assez lourde. Voilà, sur cette image, on voit au-dessus de certaines arcades les plaques d'enduit qui sont encore agrippées aux murs de briques.
Et voilà donc la coupole de la même église. Alors, nous allons quitter la Lombardie pour commencer à découvrir un petit peu cette diffusion dont nos compagnies lombardes vont se déplacer un peu partout. Elles vont descendre d'abord dans le sud, en Ligurie, dans la région de Gênes. Et sur la petite localité de Noli, en bordure de la Méditerranée, nous avons une église complètement exceptionnelle, qui est peut-être la plus remarquable de cette région, l'église San Paragorio, qui a été la première cathédrale de Noli. Alors cette église a fait l'objet, dans ces 20 dernières années, d'une très longue et minutieuse restauration. C'est vraiment l'un des grands chefs-d'œuvre de l'art roman, du premier art roman lombard. On voit bien les petits moellons, on voit bien les bandes lombardes, les lézènes, il n'y a que le campanile qui, lui, n'est pas d'origine. Mais en revanche, on voit que en haut de l'abside semi-circulaire, que voici en gros plan, on a même procédé à des inclusions de céramique nord-africaine qui étaient ramenées par le commerce maritime, bien sûr, en Méditerranée, qu'on a pu même identifier. Certaines viennent de Tunisie, même d'Égypte, voyez-vous. Et on les mettait là, on les scellait dans les murs maîtres, uniquement à titre décoratif, un peu comme des joyaux, comme des pierres précieuses. Et ici, ces céramiques sont complètement intactes. Alors cette cathédrale possède une crypte qui est particulièrement primitive, 3 petites nefs, des piliers qui sont à peine dégrossis dans les blocs de pierre. La grande nef de la cathédrale que voici, encore charpentée. Voici la charpente et, chose complètement rarissime, vous avez là sous les yeux la charpente d'origine. Donc les poutres maîtresses en chêne sont d'origine et on le voit mal ici, mais en fait il y a tout un décor sur les petits panneaux de bois que l'on distingue comme des caissons entre les poutres maîtresses. Alors, grand chapitre des Alpes aux Pyrénées, diffusion de ce premier art roman lombard. Alors, il faut imaginer, en effet, nos maîtres maçons, nos maestri comacchini, arrivant dans la partie nord-est de l'Italie, ils vont traverser le Piémont, ils vont laisser encore quelques chefs-d'œuvre, ils vont franchir ensuite donc toutes ces vallées qui communiquent entre le nord de l'Italie et la France, le Dauphiné notamment, et puis aux portes donc de la Bourgogne, du Royaume de France, toutes ces contrées, et plus au sud de la Provence. Et c'est donc là qu'on découvre déjà dans l'une de ces vallées qui est un couloir naturel entre le Piémont et l'ancien comté de Nice, dans le village de Saorge, dans la vallée de la Roya, un des chefs-d'œuvre du premier art roman lombard. La chapelle de la Madone del Poggio, que le voici. Alors Poggio, ça veut dire le puits, P-U-Y en français, autrement dit le promontoire. Il s'agit en fait de la première église paroissiale du village de Saorge. Saorge est un village très visité aujourd'hui, un des chefs-d'œuvre justement de ces villages de l'ancien comté de Nice. Et là, vous reconnaissez tout de suite notre architecture lombarde, le campanile également. Les bandes lombardes sont particulièrement nombreuses. L'église a été consacrée en 1092. Elle a été fondée par l'abbaye de Lérins. Voilà de plus près le campanile. Le chevet avec donc 3 nefs, donc 3 absides. Un mélange de diverses pierres. On voit même que l'église a été un petit peu surélevée ultérieurement. L'église est actuellement sur une propriété privée. Et puis, nos maîtres maçons lombards vont, depuis le col de Montgenèvre, descendre toute la vallée de la Durance et donc traverser le sud du Dauphiné et la Provence. Et c'est ainsi que nous découvrons, comme par hasard, le long de cette vallée de la Durance, quelques chefs-d'œuvre du premier âge roman également. Dont l'église Saint-Martin à Volonne, nous sommes là tout près de Sisteron. Alors l'église est en partie en ruine, c'est une église qui se trouve à côté du cimetière actuellement de ce village de Volonne.
Et nous savons que l'église a dû être consacrée dans les années 1030. 1030, là aussi le clocher à droite n'est pas d'origine. L'église est sur une pente de colline très forte. Il faut y entrer depuis les origines d'ailleurs par le cimetière, donc entrée latérale. Et voyez que les fenêtres, qui ont été en partie murées dans la partie inférieure, sont d'origine très étroite. Mais à l'intérieur, nous avons le véritable plan basilical à 3 nefs, sans transept, voyez-vous. Et nous sommes certains qu'à l'origine, l'église était totalement charpentée. Voilà les restes de l'emmarchement du chœur. Les restes également des 3 absides. Donc il n'y a pas ou il n'y a plus, on ne sait pas très bien, de bande lombarde ici. À quelques kilomètres seulement de cette église, nous avons sur l'autre rive de la Durance, dans un endroit alors complètement isolé, en pleine campagne, Saint-Donat de Montfort. Saint-Donat est un saint qui est très vénéré dans le nord de l'Italie, également dans les régions alpines. Et la tradition nous dit que Saint-Donat est venu finir ses jours dans un petit vallon perpendiculaire à la vallée de la Durance, dans une petite grotte naturelle. Et plus tard, au-dessus de son tombeau, on a érigé l'église que voici. Une église très monumentale, une église qui, elle aussi, a dû être consacrée entre les années 1030 et 1040. C'est une basilique, mais cette fois-ci avec transept. Il y a 3 entrées, 2 entrées latérales et une entrée dans l'axe, et on voit au premier plan, dans les broussailles, des traces de ruines, des restes de ruines. Il y avait donc, c'était un prieuré, c'est-à-dire une sorte de petit monastère. Les témoignages sont nombreux, nous disant que le pèlerinage a été très fervent autrefois, ce qui explique la monumentalité de cette église. Mais, chose tout à fait rare ici, c'est que malgré son extrême ancienneté, cette église a été voûtée. Et la voûte est bel et bien d'origine, la voici, un berceau plein cintre. Beaucoup plus tard, à l'époque contemporaine, on a rajouté les tirants métalliques que vous apercevez. Nos maîtres maçons lombards continuent leur déplacement. Ils doivent certainement former sur place également d'autres maîtres maçons, architectes, tailleurs de pierre. Et c'est ainsi que nous les trouvons dans la vallée du Rhône et plus au nord, dans la vallée de la Saône, notamment au sud de la Bourgogne, en Saône-et-Loire, à Tournu. Tournu, où une importante abbaye bénédictine a été établie dès le haut Moyen-Âge, conservant les reliques de Saint Valérien et de Saint Philibert, reliques qui ont été conservées et qui sont toujours vénérées actuellement. Donc c'est une église une abbaye parmi les plus extraordinaires de Bourgogne. Voici sa façade. Il me semble qu'au premier plan, au premier coup d'œil, sans être spécialiste, on remarque tout de suite la signature dans l'architecture de nos maîtres maçons lombards. Mais la nouveauté, et reprenant, cela dit, une tradition issue notamment de l'époque carolingienne, les 3 nefs de l'église abbatiale vont être précédées par ce qu'on appelle un massif occidental, c'est-à-dire un bâtiment accolé aux 3 nefs, dont le rez-de-chaussée va servir de porche, de lieu de rassemblement aussi pour les fidèles, pour les pèlerins. Et au-dessus, à l'étage, il y aura une église haute, dont une ouverture permettait, comme on va dire une première loge à l'opéra, déboucher sur la grande nef. Et c'est là que se tenaient les catéchumènes, qui ne pouvaient pas à l'époque entrer dans l'église. Ils se tenaient donc dans la chapelle haute du Massif occidental, en attendant de recevoir un jour le baptême. Alors voilà, de profil, on voit l'ensemble du Massif occidental, et à l'extrémité gauche de l'image, on voit l'amorce de la suite donc des nefs de l'église abbatiale. Voilà, la même chose sous un autre angle, on voit davantage à gauche la suite de l'église abbatiale, mais on voit que le massif occidental est un peu plus haut que le reste de l'abbatiale. Alors, on va voir l'église, la chapelle Saint-Michel, qui est au premier étage de ce massif occidental, qui est remarquablement conservée, avec une voûte en berceau plein cintre, et la porte de bois que vous apercevez au fond,
Elle est fermée depuis le XVIIe siècle à cause de l'orgue qui se trouve derrière aujourd'hui, mais jadis elle était ouverte et c'est par là donc que les catéchumènes pouvaient donc assister aux offices donc de loin. Voilà l'ensemble de l'église abbatiale, photo prise depuis le cloître. Et on voit qu'au chevet, il y a une architecture, vous voyez, qui est un peu du tout venant. On reconnaît bien le premier âge roman, mais avec des pierres disposées par endroits en arêtes de poisson. On voit qu'il y a même des galets qui ont été utilisés là. Alors, la chose complètement singulière à Tournu, c'est qu'on va voûter cette fois-ci cette église. Mais pour tenter d'éviter l'effondrement éventuel à cause du poids de la voûte, eh bien, on va voûter la grande nef par une succession de petits berceaux transversaux soutenus par cette succession de grandes arcades, voyez-vous, et on a là un mélange très subtil de briques et de pierres. Et les nefs latérales sont, comme à la crypte, voûtées d'arêtes. Ça, c'est une expérience vraiment, cette église est connue bien sûr dans le monde entier, c'est une expérience unique en son genre, mais qui n'a pas fait école, curieusement. Voilà le voûtement d'une nef latérale et la crypte qui est parfaitement intacte, dans laquelle donc on a conservé pendant des siècles les reliques de Saint Philibert et Saint Valérien. Alors nos maîtres maçons vont traverser la Provence, le centre de la France, et puis vont descendre finalement dans le sud-ouest pour arriver jusqu'en Catalogne, tout au moins l'actuelle partie française de la Catalogne, c'est-à-dire l'actuel département des Pyrénées-Orientales. Et là, nous avons vraiment un circuit énorme qu'on pourrait faire de découverte de l'art roman, 11e et 12e siècle. Mais à Saint-Génis-des-Fontaines, nous avons une église très ancienne, puisque sur le linteau, il y a la date de 1020 qui est indiquée, 1020. C'est une ancienne abbaye bénédictine, assez modeste. Voilà ce linteau, avec des sculptures taillées en creux. On pourrait imaginer la même chose en pièces d'orfèvrerie. Ça pourrait être quasiment un devant d'autel, c'est-à-dire l'antépendium d'un autel. Le Christ donc en gloire, encadré par deux anges et des saints taillés en creux aux deux extrémités. Tout près de là, quelques kilomètres, à Saint-André de Sorède, nous avons l'équivalent, autre petite abbaye bénédictine, contemporaine de la précédente, construite presque entièrement en galets. Voilà, les petits moellons ici sont des galets. On retrouve les bandes lombardes, le clocher n'est pas d'origine. La façade possède non seulement les bandes lombardes, mais un encadrement à la fois du portail et de la fenêtre, vraiment d'origine. Voilà le linteau qui est très proche de celui de Saint-Génis-des-Fontaines, donc probablement des années 1019, 1020 à peu près aussi. Et nous avons aussi sur cet arc plein cintre des dents d'engrenage. C'est une autre des caractéristiques des maîtres maçons lombards. Et là, c'est un héritage véritablement de l'Antiquité. Là, le Christ est entouré surtout d'anges, mais aussi de quelques saints aux deux extrémités. Et la fenêtre est aussi très richement décorée, tout au moins ce qu'il en reste. On conserve aussi la table d'autel d'origine, qui est encore comme l'autel de sacrifice de l'Antiquité païenne ou encore de l'époque paléochrétienne, taillée légèrement en creux. Nous avons aussi cette célèbre abbaye bénédictine de Saint-Martin du Canigou, toujours dans la même région, dans cette partie française de la Catalogne. Alors, l'abbaye est à près de 1000 mètres d'altitude, c'est une abbaye mondialement célèbre, et c'est un des joyaux de ces maîtres maçons venus de Lombardie. Alors, voici le clocher qui a presque une allure fortifiée, les absidioles de l'église abbatiale, sur le rocher, la crypte qui a été réalisée dans les années 1020 également, qui rattrape le dénivelé en fait du terrain. Voilà une nef latérale de la crypte qui est assez vaste. Le voûtement de la crypte, voûte d'arête, on voit le coffrage, vous voyez, des planches de bois ici.
Et l'église abbatiale, au-dessus, qui peut pas être plus épurée, vous voyez, mais qui a été fort bien restaurée. Alors, chose tout à fait curieuse, les arcs sont soutenus par de maigres colonnes avec des chapiteaux de forme franchement trapézoïdale, mais très primitifs. Voilà l'un de ces chapiteaux avec des motifs de végétaux très schématisés. Les trois absides et le campanile en contre-plongée. Et on voit même ici, à la base de ce clocher, une petite abside qui ressort en relief. C'est encore une chapelle Saint-Michel. Saint-Michel était, dans l'esprit de cette époque, le gardien des portes de ville, le gardien des portes d'abbaye. Voilà. Et comme la porte d'entrée de l'abbaye est juste au-dessous, on la voit pas ici, donc c'est tout à fait logique. Et pour terminer cette première séance, eh bien, on franchit la frontière espagnole et nous sommes donc à Taül et dans la vallée du Boy, qui est une vallée particulièrement riche en premier art roman. Et voici un des chefs-d'œuvre suprêmes avec un campanile particulièrement exceptionnel, où là vraiment la marque de nos maîtres maçons est visible au premier coup d'œil, autant sur les trois absides que sur ce campanile, et on a au moins une vingtaine d'églises du même genre dans cette même vallée. Voilà donc, chers amis, cette première séance qui, je pense, nous aura mis dans le bain. J'avais cette autre photo, pardon, et également une vue de l'intérieur. Vous voyez la beauté des paysages aussi. Hein. Voilà l'intérieur de la même église. Hein. C'est la basilique charpentée. Les fresques, par contre, au fond, ont été rajoutées dans le courant du XIIe siècle. Voilà, nous allons arrêter là, messieurs, dames. À jeudi. Merci.